Eh bien écoutez, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Sound Podcast, un podcast qui vous permet d'avoir des outils, des techniques, des bons plans, bref, d'avoir une pensée positive aussi pour essayer d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Et oui, parce qu'ils sont tous importants. On va essayer de comprendre comment on peut résoudre un conflit. Et là, c'est le drame. Parce que des conflits, on en a tout le temps. Que ce soit avec sa compagne ou son compagnon, que ce soit avec ses enfants quand on en a, que ce soit avec un collègue de travail, avec son boss, que ce soit parce que, je sais pas, vous avez un client et du coup, vous sentez que la relation devient conflictuelle. Bref, comment gérer au mieux toutes ces situations? Et en vrai, il y a une méthode, il y a une technique qui permet à chaque fois, lorsqu'elle est appliquée, de pouvoir régler toutes ces situations, quelles qu'elles soient. Donc, je vous propose de les découvrir ensemble. Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication non violente ? Moi, perso, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. À vrai dire, je me suis rendu compte il y a peut-être 4-5 ans, j'en ai 40, que en vrai, j'avais une communication ultra violente. Et je m'en rendais pas compte. Et je pense qu'en fait, c'est le fait de ne pas savoir ce que c'était qu'une communication violente. C'est pas un truc où on vient, on donne des coups de poing et on est tout le temps en train d'insulter les gens. C'est pas ça. Donc en fait, la communication non violente ou donc communication consciente, c'est lorsque vraiment vous vous mettez dans un positionnement très précis. Premièrement, vous n'êtes pas agressif. Là, c'est juste banni, quoi. Donc vous gardez un ton de voix dans lequel vous avez une forme de sérénité, de paix intérieure, de calme. Bien que la situation soit ultra tendue, vous restez très calme. Donc vous ne vous énervez pas. Deuxièmement, bien évidemment, les insultes sont totalement prohibées. Je veux dire, là, si vous montez le ton et puis en plus vous insultez, c'est fini. Que ce soit dans une relation avec un pote ou... Bon, je ne parle pas des relations de travail, parce qu'en général, on essaie quand même de ne pas insulter son collègue, ce serait quand même mieux. Mais... globalement, on peut rapidement s'emporter. On sent en fait cette énergie de la colère qui monte et qui nous fait faire n'importe quoi. Donc en fait, l'idée de la communication non violente, c'est déjà d'avoir cette assise, d'être assis vraiment, d'être en position où vous avez une maîtrise de vous-même, vous avez une maîtrise de vos émotions, parce que c'est ça en fait, vraiment la plus grande difficulté, c'est de ne pas vous emporter et de partir au quart de tour. La dimension de conscience, dans la méditation par exemple, permet de se centrer. Et donc d'être au maximum dans l'instant présent. Donc c'est vrai que quand vous sentez une situation conflictuelle arriver, le plus important, c'est d'être dans l'instant présent. Ne vous projetez pas dans ce que vous allez dire ou ce que vous allez raconter. Essayez de mesurer quel niveau d'intensité vous avez à l'intérieur de vous-même. Parfois, très honnêtement, il vaut mieux même se taire quand vous sentez que votre interlocuteur est dans une situation où il s'emporte. Il vaut mieux même se taire, je le redis encore, et remettre à plus tard une discussion qui pourrait prendre des proportions que vous n'allez pas mesurer. Donc, encore une fois, la communication non violente ou consciente est vraiment fondamentale. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet si vous voulez approfondir le concept, mais moi je sais que ça a changé radicalement ma vie et qu'aujourd'hui, j'apprends à prendre du recul, j'apprends à faire respiration intérieure pour me calmer et me dire « Ok, la situation est sous contrôle, je ne vais pas m'emporter » et donc donner à la situation qui est en train de se passer plus de comment dire, que ce soit encore plus compliqué et que du coup je n'arrive plus à la gérer. Donc je me tais et je remets à plus tard, encore une fois, la conversation. Donc vraiment, communication non violente, communication apaisée, communication bienveillante. Ça, c'est un mot aussi qui est important. La bienveillance, c'est-à-dire que la façon dont vous allez vous exprimer, elle tiendra compte de ce que vous ressentez et également de ce que votre interlocuteur peut ressentir. Donc ça vous demande d'être en écoute active, et ça c'est le deuxième point, l'écoute active, c'est-à-dire quel est le conflit ? Qu'est-ce qui a généré le conflit ? Donc vous écoutez par vos différents sens finalement, parce qu'on dit écoute active, on a l'impression qu'on va juste solliciter l'audition, mais en vrai c'est pas que ça. Vous allez ressentir, est-ce qu'effectivement la personne qui est en train de vous faire un reproche, sur quoi c'est basé, sur quoi c'est fondé, comment il a perçu la situation en tout cas qui a créé le conflit. Donc vous devez vraiment être en écoute
active. Donc lorsque moi, le truc que je fais de manière très simple, c'est que quand je me trouve dans une situation où, je sais pas, moi, on vient me reprocher quelque chose, alors j'ai envie de sortir de mes gonds comme les trois quarts des gens, hein. Mon cerveau reptilien, il vient, il est en mode danger, il dit bing, 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 il sonne, il me dit danger, danger, allez hop, on va venir, on va agresser. Non, donc je lui dis à mon cerveau reptilien de se calmer. Et là, j'essaie d'avoir juste de l'empathie profonde pour la personne qui est en train de me parler, pour essayer de descendre en fait cette tension nerveuse. J'enclenche l'écoute active et là où j'essaie d'analyser la raison pour laquelle la personne est en colère. Mais jusqu'au bout, donc je la questionne en essayant de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette colère, quelles sont les raisons. Et donc je vais vraiment jusqu'au bout du questionnement. Ok, écoute, je vois que ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui ai provoqué cette situation? D'accord, et là, je viens enclencher un autre truc que je fais maintenant de manière quasiment systématique. Écoute, si je t'ai blessé ou si j'étais mal poli ou maladroit ou peu importe la situation, j'en suis désolée. Voilà, parce que finalement, la chose qui est importante à faire en utilisant ces deux outils qui sont la communication non violente et l'écoute active, c'est finalement, parce qu'on n'est jamais innocent dans une situation, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Alors oui, il y a des situations où on peut se dire qu'on n'y est pour rien. Fine. Mais globalement, on a quand même une participation. À vous d'évaluer le pourcentage de participation à ce conflit. Mais moi, je me dis, ok, si elle vient, elle me dit quelque chose ou il me dit quelque chose, il me reproche, je vais peut-être essayer de vérifier si je n'ai pas un niveau de responsabilité plus ou moins élevé dans cette situation. Je fais à mon honorable et je peux arriver assez facilement à m'excuser. C'est pas du tout un truc compliqué pour moi parce que j'ai mon ego donc l'ego, cette instance supérieure hein, qui est cool pour faire plein de choses. Ça vous motive à faire plein de choses, mais ça peut aussi vous empêcher de ressentir en fait une situation dans laquelle vous êtes responsable. Et l'ego, il vient et dit non mais pas du tout, moi j'ai rien fait, je comprends pas du tout de quoi tu parles, j'y suis pour rien, pas du tout, alors que c'est pas vrai. Mais il est en instinct de survie et de protection et l'ego aime pas trop avoir tort. Donc, mettez votre ego en pause, appliquez les deux éléments que je vous ai donnés au départ, soyez bienveillant et vous verrez que souvent vous êtes responsable, encore une fois, à plus ou moins grande échelle d'une situation. Excusez-vous, ça vous coûte rien. Et là, finalement, une fois que vous avez fait ça, il se peut que le conflit s'arrête. Si vous voyez que ça s'arrête pas, continuez à ce qu'on appelle diguer. Donc vous continuez à questionner peut-être votre interlocuteur. Donc vous continuez à questionner votre interlocuteur. Donc il y a des phases en fait qui sont souvent citées dans le fait de gérer un conflit. C'est l'observation, l'émotion, donc ça on en a parlé, le besoin, la demande et surtout, vous ne critiquez jamais. Je vais essayer de décortiquer. Donc l'observation, on a déjà dit, écoute active, observer le body language aussi. Alors je sais pas si c'est une notion qui vous parle, mais c'est vrai que la personne peut dire des choses par la parole, mais il y a des choses qui sont pas dites. Toutes ces choses qui ne sont pas dites sont souvent exprimées avec le corps. Donc les yeux, la bouche, l'intégralité du visage, donc toutes les mimiques faciales. L'observation est vraiment importante. Si le positionnement du corps dans l'espace, est-ce que la personne est fermée, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle croise les bras? Ah oui, croiser les bras est un indicateur très important. Donc, vraiment, observez votre interlocuteur. Donc on a parlé de l'émotion tout à l'heure, qui était effectivement d'avoir de l'empathie, de ressentir qu'effectivement la personne a été blessée. Voilà. Vous, personnellement, peut-être que vous n'êtes pas blessé par ce qui s'est passé, mais elle l'est, effectivement. Donc comme elle l'est, eh bien, ayez de l'empathie. S'il faut s'excuser parce que vous vous rendez compte que vous devez vous excuser, ça on en a déjà parlé. Ensuite, essayez de comprendre quel est le besoin de la personne. Finalement, quand elle vient vous exprimer cette situation, donc elle génère un conflit, qu'est-ce que la personne a besoin d'exprimer? Quel est son besoin? Vous allez prendre le temps, pareil, par l'écoute active, de comprendre quel est son besoin. Donc soit vous allez pouvoir y répondre et lui dire, ben voilà, écoute, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, je ferai autrement, ou je serai plus vigilant à te fournir le travail dans les délais qui devaient être impartis, parce que j'ai rendu mon travail en retard. Voilà, ma collègue, du coup, elle a été en retard et s'est fait engueuler par le boss. Mais moi, j'ai considéré que bon, c'est pas trop grave, genre 1 heure, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Et en fait, pas du tout. Elle, ça l'a mise dans une merde pas possible. Là où elle, la personne, pour le coup, pour la prochaine fois, aurait peut-être besoin que vous respectiez vos engagements et que du coup, vous soyez on time pour rendre le boulot. Je prends un exemple comme ça, mais ça peut être n'importe quel autre exemple. Ensuite, quelle est la demande de la personne? Donc là, on a répondu en même temps, besoin-demande. Donc elle vous dit, elle peut ne pas exprimer son besoin comme elle peut l'exprimer. Si elle vous l'exprime, vous dites à sa demande en disant, voilà, la prochaine fois, je ferai attention. Tout ça, bien sûr, se fait dans un cadre où, encore une fois, vous êtes sincère et honnête. Parce que si vous jouez à un jeu, alors là, les êtres humains, finalement, on se braque facilement.
Alors bien évidemment, à chaque fois, on ne va pas forcément le dire si on ressent une émotion désagréable. On sent que son interlocuteur n'est pas honnête, qu'il n'est pas transparent, qu'en fait, il n'en a rien à foutre et que le seul truc qui compte, c'est pour lui de rapidement régler ce conflit. Oui, pas de problème. Ok, non mais c'est bon. D'accord, bon, ok. Et en fait, là, vous sentez que c'est pas du tout sincère. Là, vous pouvez vous retrouver dans à quelqu'un qui se dit, ok, bon, en fait, il en a rien à foutre. Et la situation, effectivement, de conflit va s'arrêter. Mais vous êtes sûr que vous avez créé un froid avec la personne pour ad vitam. Alors, il y a un autre élément, je trouve, qui est important quand on veut améliorer les relations qu'on a avec les gens et tout particulièrement quand on est dans une situation de conflit. C'est pour moi la congruence. Donc, être en congruence, vraiment, c'est une notion qui a été abordée par Carl Rogers. Et en fait, l'idée, c'est être ce qu'on dit qu'on est. En gros, quand vous dites que vous êtes quelque chose, eh bien, vous l'êtes véritablement dans vos actes, dans vos façons de faire, dans votre façon de penser, dans vos façons de parler. C'est important pour moi d'être en congruence et j'essaie de le faire chaque jour. Par exemple, quand je dis quand on me pose la question, c'est quoi ta passion, etc. Et je dis, moi, j'aime beaucoup faire du sport. En fait, j'en fais pas mal. Et quand je le dis, je le dis et la personne sent que ce que je dis est vrai parce que je fais 4 fois du sport par semaine. Autre exemple, quand je dis par exemple que j'essaie de gérer mes émotions beaucoup mieux, je suis moins esclave de mes émotions. C'est-à-dire que je réagis moins en étant, on me dit un truc, je m'énerve tout de suite, etc. Là, pareil, je suis en profonde congruence avec moi-même, en tout cas avec mes propos, parce que je prends le temps de méditer plusieurs fois le week-end, au moins une fois par jour, avec des exercices de respiration qui me permettent de me recentrer. D'ailleurs, il y a des exercices de respiration qui sont topissimes, faits par Wim Hof, je vous invite à les faire. Et donc, du coup, ce grand accord avec ce que je suis, ce que je dis et ce que je pense. Et donc, ce grand accord avec ce que je dis, ce que je suis et ce que je pense. Vous verrez que quand vous êtes dans une situation de conflit, vous sentirez que vous êtes quand même plus, plus en phase avec ce que vous dites, vous êtes plus honnête, la personne peut sentir votre authenticité, peut sentir la réalité de vos propos. Donc être en congruence au quotidien finalement dans sa vie, ça permet d'être dans une situation de conflit, de la régler plus efficacement. Donc je vous invite vraiment à suivre en tout cas cette direction en termes de mindset. Alors en parlant de mindset, en fait, il y a une notion qui me vient en tête, c'est le growth mindset versus fixed mindset. En gros, c'est le fixed mindset, c'est quoi? Finalement, ce sont vos certitudes, les choses avec lesquelles vous avez grandi, ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, ce qu'on vous a appris, qui forgent finalement votre personnalité. Donc c'est toutes ces choses que vous avez acquises, qui vous permettent de fonctionner d'ailleurs. Donc c'est très bien d'avoir un fixed mindset pour certaines choses, pas pour tout. Mais en tout cas, voilà, c'est lié à votre personnalité, profondément à ce que vous êtes en tant qu'individu. Et ensuite, l'idée, c'est d'évoluer du fixed mindset vers le growth mindset. Et là, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. C'est les capacités sont exponentielles, il n'y a pas de limite, tout est possible. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que quand vous êtes dans une situation de conflit, justement, ne soyez pas en fixed mindset. Pourquoi? Parce que vous allez envisager la lecture du conflit selon votre point de vue, selon votre matrice, selon votre perception du monde. Or, pour régler un conflit rapidement, la meilleure façon de se faire, c'est plutôt d'être en growth mindset, donc en réceptivité de ce qui se passe autour de vous, de ce qu'est l'autre individu, de ce qu'il peut ressentir, d'ouvrir ce champ des possibles, de mettre peut-être même ses lunettes, d'essayer de comprendre comment lui il perçoit le monde et du coup de vous en imprégner, et vous serez plus en capacité de régler une situation dans laquelle vous auriez plus de difficultés si vous étiez bloqué sur vos certitudes. Donc vraiment, growth mindset, fixed mindset, je vous invite aussi à faire des recherches là-dessus. C'est une dimension que j'ai commencé à côtoyer, on va dire, cet état d'esprit. Je commence à le côtoyer depuis pas très longtemps et je suis vraiment ravie de ce que ça m'a apporté en termes de capacité à mieux ressentir le monde, de capacité à mieux gérer en fait des situations potentiellement conflictuelles, ce qu'on appelle des conversations cruciales. Vous savez, ce moment où vous vous dites là, il faut absolument que je lui parle ou que je vois comment régler ce problème parce que depuis, cette personne fait des choses qui me dérangent profondément, mais j'arrive pas à le dire parce que j'ai peur, parce que j'aime bien être sympa et que je veux pas qu'on me trouve méchant. Donc du coup, je repousse en fait l'échéance de la conversation cruciale. Donc une fois que vous avez pris conscience de tous ces outils et que maintenant ça y est, vous êtes câblé sur la gestion du conflit, vous êtes au max, vous savez comment vous allez faire, vous préparez, vous mettez devant votre glace, vous répétez, c'est génial. Bref, j'ai pas dit que vous attendez le conflit pour pouvoir utiliser vos outils, mais en tout cas si ça se manifeste, vraiment essayez de repenser à tout ce que je vous ai dit. Mais indépendamment de ça, je crois que le conflit s'arrête quand on trouve une solution. Finalement, c'est une solution et il faut que la solution soit gagnant-gagnant. Ne vous mettez pas dans un système où vous créez un gagnant-perdant. Parce que en fait, il y a la frustration qui se crée et là, il n'y a rien de pire pour la continuité de la relation, quelle qu'elle soit. Essayez de co-créer ensemble
une solution dans laquelle vous allez être gagnant-gagnant. Et chacun va faire un effort. J'aime pas trop l'idée surtout dans le couple en fait, de faire des sacrifices ou ce genre de choses, que je trouve c'est très limitant et ça veut dire qu'il y en a un qui renie sur ses trucs pour faire plaisir à l'autre. Donc j'aime pas trop cette idée. Mais par contre, de dire, ok, la prochaine fois, je ferai ça, mais toi, est-ce que tu peux aussi? Ok, voilà. Et vous mettez dans un système comme ça, gagnant-gagnant, et vous mettez dans un système gagnant-gagnant, dans lequel chacun se sent écouté, considéré, et c'est pas au détriment de l'un ou de l'autre. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Et c'est surtout que, voilà, vous avez passé cette dimension du conflit. Vous dites, finalement, c'était pas si compliqué que ça de gérer une situation qui aurait dû être un conflit grave dans lequel les gens ne se parlent pas après pendant des jours, des mois, voire des années. Vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça vous demande de l'entraînement, comme toute chose. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de le faire, on s'entraîne. Ça vous demande de la résilience. Ça vous demande d'être finalement concentré, parce que avoir une écoute active, faire attention à ce qu'on dit, il faut être présent, il faut être dans l'instant présent, il faut être concentré. Donc, ça vous demande quand même des capacités intellectuelles, des capacités physiques aussi, parce que votre body language, il faut éviter qu'il soit agressif. Donc, la façon dont vous vous tenez face à votre interlocuteur, il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous allez l'agresser. Donc, une fois que vous avez tout ça en tête, que vous vous entraînez, vous verrez que votre vie sera beaucoup plus simple. Genre là, maintenant, en fait, j'ai de moins en moins de situations de conflit. Et même quand j'ai une conversation cruciale, j'en ai eu une il n'y a pas très longtemps avec une de mes sœurs. Et là, je me dis, bon, il est temps, truc. Donc moi, je fais des choses, je me mets en condition, j'ai des rituels de mise en condition. Quand je sais que je dois me mettre dans une conversation cruciale, je me mets en condition. Donc je vais faire du sport, je médite, je bois beaucoup d'eau, je me mets vraiment dans un truc de mindset de paix intérieure profonde et de me dire que c'est pas grave. Et de me dire que rien n'est impossible, et me dire que toute situation est solvable si on a la volonté. Si on a la volonté. Et même si votre interlocuteur en face n'a pas la volonté, genre vous sentez que la personne est fermée, sachez que quand vous réfléchissez avec cette partie émotionnelle, que vous essayez de comprendre, que vous questionnez, que vous écoutez, théoriquement, la probabilité pour que votre interlocuteur reste bloqué est faible. Je le dis parce que ce soit dans les coachings qu'on fait ou dans les pratiques que j'ai au quotidien dans mes relations avec tout type de personnes, j'essaie vraiment d'appliquer tout, j'applique tout ce que je vous ai expliqué. Donc tout ce que je vous ai expliqué, ce sont vraiment des techniques qui fonctionnent. C'est pas un truc que je suis allée lire sur internet et que je vous balance pour vous faire plaisir. Non, ça fonctionne vraiment. Donc allez-y, vous êtes avec votre mec, vous êtes avec votre nana, à chaque fois il fait des trucs, ça vous agace, ou elle fait des trucs, ça vous énerve, ça vous irrite. Essayez de prendre sur vous, d'aller respirer. Il y a un truc que je fais aussi, ça va vous faire marrer, mais prenez une douche froide. Alors la douche froide, c'est une autre technique, ça vous remet d'équerre direct. C'est-à-dire que vous avez une tension en vous, vous ne savez pas la gérer. Allez prendre une douche froide. Ça va vous recaler et vous remettre les idées en place. Mais c'est surtout que ne commencez jamais une conversation cruciale, ou même quand vous êtes dans un conflit, ne prenez jamais la parole en étant énervé. Si vous sentez que vous l'êtes, quittez le truc. Revenez à un autre moment et vous vous excusez auprès de la personne pour lui dire, écoute, si ça ne te dérange pas, je préfère qu'on aborde le sujet un tout petit peu plus tard parce que je sens que je vais l'aborder sous un mauvais positionnement émotionnel ou que je ne vais pas être dans les bonnes conditions qu'il faudrait pour pouvoir être optimum et pouvoir régler le problème. Donc je vous invite à vraiment faire une mesure de votre baromètre émotionnel pour savoir comment vous sentez à l'intérieur de vous-même et à décider du moment où vous voulez régler le problème. Parce que ce moment que vous allez décider sera peut-être plus opportun que là, l'instant T. Donc moi, je fais beaucoup ça. C'est-à-dire que des fois, je me tais, je ferme ma bouche. Mais vraiment, et c'est dur, parce qu'il y a votre ego qui est là et qui dit non, mais on va aller au front, là, on va aller bagarrer, c'est pas possible, c'est inadmissible de me parler comme ça, là. Et du coup, j'éteins mon ego, je lui dis bon, calme-toi, là, c'est pas le moment, vraisemblablement, tu n'es pas en capacité de pouvoir m'aider, donc je préfère me taire et revenir plus tard sur le truc. Bon, écoutez, je crois que j'ai assez parlé, je vous ai expliqué plein de choses. C'est surtout que j'avais envie de vous transmettre vraiment ces outils, parce que si on me les avait transmis plus tôt dans ma vie, il y a plein de situations que j'aurais pu
évité. J'aurais pu éviter de me retrouver dans des merdes incroyables. J'aurais pu éviter de m'embrouiller avec des conjoints ou de m'embrouiller avec mes parents ou de m'embrouiller avec des potes. J'aurais fait peut-être moins de bourdes, même si l'idée c'est d'apprendre de ses erreurs. Faut pas non plus, on n'est pas des êtres parfaits. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. J'espère que vous pratiquerez les différentes propositions que je vous ai soumises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain podcast. Je vous fais des énormes bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Je vous embrasse. Bis bis.